Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais rassembler 100% de tout ce que j'ai dit, de manière à ce que les gens puissent le retrouver sans se laisser intoxiquer par des phrases ou des choses que j'aurais dit prétendument, ou comme certains télévisions ont l'habitude de faire, en coupant les phrases au milieu pour me faire dire l'inverse de ce que je dis. Donc tout le monde pourra trouver textuellement donc, ce que j'ai dit et que j'écris, qui sont nos carnets de guerre de l'année 2020. Ce que l'on peut voir, c'est que l'évolution de cette épidémie était imprévisible, qu'elle l'est toujours, que tous les devins se sont trompés. Un des problèmes majeurs de 2021, ce sont les réservoirs animaux. Là, on a découvert que les visons étaient un réservoir animal absolument considérable et qu'il y a eu plusieurs souches qui avaient plusieurs variants. Il faut bien appeler ça des variants ou des mutants, comme vous voudrez. Enfin, c'est des virus différents, parce que les virus à ARN, comme ça, mutent très très souvent. Et quand il y a une accélération de l'épidémie, en particulier quand il y a des animaux qui vivent dans des collectivités très denses, ce qui pose des problèmes sur l'émergence de nouvelles souches. Nous, on a vu pendant ce deuxième acte apparaître de nouvelles souches. Ce n'est pas les mêmes souches qu'il y avait là et qu'il y avait là. Ce n'est pas un rebond de cette maladie. Ce sont d'autres variants, parmi lesquels on sait, en particulier dans le nord de l'Europe, que les cas qui se sont développés chez les visons sont transmissibles chez l'homme. Les infections contractées pendant cette période-là ne protègent pas contre celles de cette période-là, ce qui va rendre les choses un peu compliquées, y compris sur le vaccin. On sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains, et ce qu'ils ont retrouvé de plus contaminé, ce n'est pas les restaurants quand ils étaient ouverts. La grande étude qui a été faite actuellement, qui est la meilleure de toutes, qui a été faite en Islande, montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc quand il y a quelqu'un à la maison qui est infecté, dans notre environnement, ce qui a été trouvé le plus souvent positif, c'est les barres de caddie dans les supermarchés. Ce sont les poignées dans les transports en commun et les boutons d'arrêt dans les transports en commun, mais pas du tout les tables de restaurant quand les restaurants ont la chance d'être ouverts. Parce que les gens le nettoient tout simplement, ils passent une éponge, ils nettoient, ils passent ça à l'alcool, c'est facile à décontaminer. Le deuxième bilan qu'on fait, c'est que nous, on est un centre probablement unique au monde. On a ici testé maintenant plus de 350 000 personnes. On a eu près de 20 000 personnes qui étaient positives, qui ont été prises en charge ici ou à côté à l'IHU. Il y a 16 000 qui ont été pris en charge ici directement, dont un peu plus de 2 000 hospitalisés et le reste en hôpital de jour. Sur l'hôpital de jour, les patients qui étaient vus étaient des patients qui étaient vus de manière très précoce, qui nous donnent une idée de ce que devrait être la mortalité si on s'occupe précocement des gens et qu'on les traite. Et dans ces conditions, la mortalité se situe entre 0,5 et 1 pour 1000, ce qui est très très bas. Et sur les personnes qui sont mortes, plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à 1 an, parmi ceux qui se sont présentés. Je suis ravi qu'il y ait une recommandation de l'Assemblée nationale de construire d'autres IHU, et j'espère que l'exemple de toutes ces choses que nous sommes en train d'écrire, pourra servir aux autres pour avoir une prise en charge qui évite d'une part la dramatisation, qui n'est jamais bonne conseillère, et d'autre part pour éviter qu'il y ait trop de cas. Nous avons fait de ce point de vue-là notre travail, et notre équipe, parmi les papiers situés dans les plus cités
de l'année 2020 sur ce sujet-là, et la première équipe non chinoise au monde. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées, ou qui sont sur le point d'être publiées, qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Millon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead, ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que le remdesivir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de la faire. Et je crois que c'est la première fois qu'on démontre ça sur toutes les publications qui sont faites, en regardant les critères. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas. Et des journaux qui étaient considérés comme les plus fiables du monde, comme le New England ou le Lancet, a publié des faux grossiers à les rétracter. Ce n'est pas une question d'opinion. Eux-mêmes les ont enlevés. Vous vous rendez compte, dans le mois qui a suivi. Donc ce n'est pas des choses qu'il était difficile de découvrir. La liberté de parole a fait l'objet de nombreux débats depuis le Moyen-Âge, et une décision du Conseil constitutionnel, j'avais fait état, qui est du 20 janvier 1984. Et il est extrêmement clair que les chercheurs ont non seulement le droit, mais le devoir d'exprimer auprès du public le résultat de leurs connaissances et de leurs recherches. C'est même la raison pour laquelle ils sont payés. Il suffit de prendre n'importe quelle banque de données pour voir que nous sommes l'équipe les plus publiants d'Europe dans ce domaine-là. Et que donc, dire à nous qu'on n'est pas compétent dans ce domaine-là, c'est risible. Voilà.